Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour à tous. Quand est-ce que la France aura enfin, vous savez, un budget Les députés ont semblé plus intéressés de voter la proposition de loi, première lecture, transpartisane, pour mettre fin au devoir conjugal. On parle que de ça depuis hier. D'ailleurs, c'était prioritaire à vos yeux, ça, un texte comme ça, alors qu'il faut boucler le budget. C'est le choix des députés qui ont à leur main cette semaine l'agenda parlementaire. Et donc il y avait une demande de pouvoir étudier ce texte. Pour en revenir sur le budget, il y a eu 350 heures. Vous avez évacué le sujet précédent là. Parce que je pense que ce qui intéresse les Français qui nous écoutent ce matin, c'est que je puisse leur dire qu'en 2026, leurs impôts n'augmenteront pas, ni de façon directe, ni de façon indirecte. Les commerçants qui nous écoutent, les chefs d'entreprise, TPE, PME, ETI, ne verront pas leurs impôts augmenter cette année. Et ça, c'est parce qu'on a réussi à trouver un consensus depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a eu 350 heures de débat, et donc j'espère que d'ici à une dizaine de jours, on pourra enfin dire la France a un budget pour 2026. Autour du 10, enfin je sais pas si c'est une date précise, mais autour du 10 février, quoi, grosso modo. D'ici une semaine, ça dépend de que la question l'évolution. Soit importante, parce que je comprends que la question soit importante, évidemment. Des associations qui attendent, vous avez ma prime rénov qui doit démarrer, etc. Mais nous avons été les premiers, pardonnez-moi, à dire qu'il était impératif que ce pays puisse être doté d'un budget. Et quand je vois une partie des groupes d'opposition, je pense à la France Insoumise et au Rassemblement National, qui déposent encore aujourd'hui des motions de censure, tentant de faire tomber le budget et le gouvernement, c'est d'une irresponsabilité sans nom. Est-ce qu'au regard de la situation nationale et internationale, on en parlera après, on pense que ce serait un bon message envoyé que de priver la France d'un budget et d'un gouvernement. Vous dites ce matin, le RN, LFI, ce sont les vilains dans l'histoire, et vous dites quoi? Merci Olivier Faure. Je dis que la France Insoumise et le Rassemblement National ont refusé ne serait-ce que de venir à la table des discussions. Parce qu'il y a une stratégie derrière, assumée, de refus de discuter et de recherche du chaos en permanence. Ils l'assument d'ailleurs. Certains veulent la démission du président de la République, d'autres veulent des élections législatives anticipées. Nous disons une chose simple, il y aura des élections présidentielles en 2027. D'ici là, il faut qu'on s'accorde sur l'essentiel pour permettre à ce pays d'avancer. Merci Olivier Faure, merci le Parti Socialiste. Merci à une majorité absolue de députés. Vous ne pouvez pas le dire, qui, ça, effectivement, vont parce du Parti Socialiste. Parce qu'il y a une discussion directe entre Sébastien Lecornu et Olivier Faure. Vous ne voulez pas dire merci. Les députés qui nous ont permis d'avancer, c'est le Parti Socialiste, c'est les Républicains, c'est le groupe de Gabriel Attal, c'est le groupe Horizon, c'est le groupe du Modem et c'est le groupe Lyot. C'est parce qu'il y a eu une majorité absolue de députés qui ont été capables de discuter qu'on va pouvoir enfin avoir un budget pour 2026. Vous dites, les Maude Bréjon, les entreprises, enfin, elles attendent que ça soit débloqué. Toutefois, Bernard Arnault, vous savez, le grand patron d'LVMH, lui dit, il s'en est pris à la politique fiscale du gouvernement, je le cite, il dit que c'est contre les entreprises en cherchant à taxer au maximum. Alors là, il fait référence à la surtaxe des 300 principales entreprises françaises. Le patron de LVMH, il dit, avec les impôts qui devaient disparaître et qui malheureusement ne vont pas disparaître sous la pression de la gauche, la France cherche à taxer un maximum et donc elle crée du chômage. Qu'est-ce que vous répondez à Bernard Arnault? Plusieurs choses. Vous créez du chômage. D'abord, je vous le dis, je suis très fière qu'on ait en France des entreprises comme LVMH, avec des grands entrepreneurs comme Bernard Arnault qui réussissent. Je pense que c'est une très bonne chose pour notre pays. Vous êtes fier, mais vous les taxez. On a fait un choix dans ce budget, c'est d'avoir une stabilité fiscale totale pour 99,9% des entreprises. Il y a effectivement un effort qui est demandé à un peu plus de 300 grandes entreprises. Ça, c'est sur les 0, est-ce qu'on aurait aimé mais ça représente 5 millions de salariés. Ça représente un peu plus de 300 entreprises. Enfin, c'est pas les salariés qu'on taxe, si je peux me permettre. Oui, mais ça représente une masse de travail dans ce pays. Je termine. Un budget, c'est faire des choix. Quand vous augmentez de 6,5 milliards les crédits alloués à la défense, parce qu'on estime que dans un monde qui se durcit, il est impératif de permettre un réarmement militaire du pays, eh bien ça vous amène à faire des choix en parallèle. Est-ce qu'on aurait aimé faire autrement? Probablement. Est-ce que cette mesure-là a été essentiellement portée par les socialistes? C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous rappelle que cette surtaxe d'impôt sur les sociétés avait été introduite l'année dernière par un gouvernement lui-même dirigé par un Premier ministre, les Républicains, gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir.
Ça s'installe. Donc, est-ce qu'on aurait aimé faire autrement? Oui. Est-ce qu'il faudra probablement faire différemment par la suite? Oui, mais moi je le redis, pour 99,9% des entreprises, la fiscalité est parfaitement stable. Maude Bréjon, 384 000 premiers titres de séjour délivrés l'an dernier, 11% de hausse, c'est un record, une immigration, il faut le dire, qui n'est plus sous contrôle, certains disent hors de contrôle. Vous êtes satisfaite, vous, des chiffres officiels de l'immigration? Non, parce que je regarde les choses avec lucidité. Il y a effectivement un certain nombre de titres de séjour, le nombre de délivrances a augmenté. Je pense à la question des étudiants, je pense à la question du droit d'asile. Ça s'explique en partie sur le droit d'asile. Vous avez une hausse de demandes provenant de pays comme l'Ukraine, comme la RDC, comme le Soudan, avec des personnes qui font face à des situations absolument terribles dans leur pays et qu'il est donc de notre devoir de protéger. Vous avez Certains en revanche pointent l'Afghanistan. Est-ce que c'est un pays dont il faut accueillir les ressortissants massivement? Vous savez, le droit d'asile, Oui. D'ailleurs, c'est pas le gouvernement qui délivre les titres d'asile, les titres de réfugiés. Il y a ce qu'on appelle l'OFPRA, l'Office pour la protection des réfugiés et des apatrides. Il y a tout un processus d'étude des dossiers, la Cour nationale du droit d'asile qui se prononce le cas échéant si c'est nécessaire. Et donc, il y a aujourd'hui, encore une fois, des pays qui sont davantage protégés que d'autres. Et on peut le comprendre. Je voudrais en revanche souligner un deuxième point, parce que ça a peu été relevé dans les chiffres qui sont sortis il y a 2 jours. Le nombre d'expulsions a augmenté de 16% entre 2025 et 2024. Il y a eu environ 25 000 reconduites au pays. C'est le chiffre le plus important, le nombre le plus important depuis environ une décennie. C'est bien Chacun la preuve a son qu'on arrive à interprétation, avancer. mais globalement, les Français sont insatisfaits par rapport à ces questions-là. Là aussi, c'est rendez-vous en 2027, j'imagine. J'en ai parfaitement conscience. D'abord, il faut mettre en œuvre les lois qu'on a votées. Je pense à la loi immigration de Gérald Darmanin, je pense à la circulaire de Bruno Retailleau, et ensuite, indéniablement, ce sera un débat en 2027. Le RN accable Bruno Retailleau qui lui dit c'est pas moi, c'est le Quai d'Orsay. C'est-à-dire que moi je contrôle pas les entrées, en substance. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Oui, La réalité, c'est que, pardonnez-moi, Bruno Retailleau a fait du bon travail quand il était au ministère de l'Intérieur, et Laurent Nunez n'a d'ailleurs pas remis en cause un certain nombre de décisions prises l'année dernière, et encore une fois, le fait d'être revenu sur notamment la circulaire Valls, je vais pas rentrer dans le détail, mais indéniablement, il va falloir continuer à avancer sur cette question. Les Français réclament plus de fermeté, les Français réclament une reprise de contrôle en matière migratoire, et on a là, me semble-t-il, un débat absolument majeur pour la présidentielle de 2027. Parlons de l'international, Maude Bréjon. Tiens, question, que fait Ségolène Royal à Alger? Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était reçue par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Elle parle au fond de devoir, de respect de la souveraineté nationale de l'Algérie. Commentaire? Non, il vous aura pas échappé qu'elle n'est pas dans le gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de Ségolène Royal. Non, mais à quel titre est-elle là? Est-ce qu'elle nuit au fond à la diplomatie française quand elle fait ça? C'est Ségolène Royal quand même. Vous lui demanderez. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire, et ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de faire des commentaires sur les choix et les paroles de Ségolène Royal. L'association France-Algérie, l'AFA, qui est une association qui date des années 60. Aucune envie de faire des commentaires sur les choix et la vie de Ségolène Royal. Franchement, pas un mot sur Monsieur Glaise, qui est toujours détenu en Algérie. Enfin, ça vous choque pas qu'elle fasse ça, cette démarche-là? Elle dit qu'elle va rentrer, qu'elle va au fond, on va dire, rencontrer le président Macron pour faire une sorte de retour de sa visite en Algérie. Je pense que vous surestimez l'influence de Ségolène Royal en France. Voilà, tout simplement. Honnêtement, je suis pas certaine que ça intéresse beaucoup de monde. D'accord. Voilà. Vous traitez ça par le mépris, hein? Je traite pas ça par le mépris. Ségolène Royal est libre de faire ce qu'elle veut, mais encore une fois, je suis porte-parole d'un gouvernement. Elle n'est pas membre du gouvernement. Elle n'est même pas membre de ma famille politique. Bon, pas de commentaire. L'Iran, ce qui nous provient de Téhéran, de l'Iran, les massacres de la population, les ONG parlent de plus de 30 000 morts, voire au-delà. Est-ce que la France soutiendrait une intervention américaine en Iran? La France soutient d'abord un certain nombre de vagues de sanctions qui ont été mises en place dans les mois précédents, à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle mondiale. Vous avez probablement vu qu'hier,
La France s'est dite favorable à classer les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes. Oui, pendant ce temps, on massacre les gens. C'était encore une fois une demande très attendue. Et donc, il y a des sanctions extrêmement concrètes, des embargos extrêmement concrets, des décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Et donc, moi, je réfute toute accusation en immobilisme de la part de la France, de la part du président de la République. C'est un peu silence quand même, Maud Bréjon, dans cette histoire. Vous rigolez ? Oui. Enfin, ça fait des mois qu'encore une fois, un certain nombre de décisions sont successivement prises de sanctions à l'encontre de l'Iran. La décision qui a été prise hier de classer les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes, c'est pas neutre. Voilà. Et je ne peux pas en revanche parler de l'Iran sans avoir un mot pour Cécile Collère et Jacques Paris, vous le savez, nos deux compatriotes qui sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade à Téhéran. C'est pour ça que la France est silencieuse. Et qu'on espère non. Et qu'on espère de retour sur notre sol le plus rapidement possible. Et je vous assure que le président de la République et le ministère des Affaires étrangères y travaillent. Pendant ce temps, Emmanuel Macron communique sur le Groenland. Il y a eu cette rencontre à l'Elysée. La France est solidaire du Groenland, dit le président de la République, affirmant que les menaces de Donald Trump étaient un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. C'est le dossier prioritaire ? La France a une position qui est constante et qui consiste à soutenir la souveraineté des peuples. On le fait avec le Groenland, on l'a fait avec le Venezuela, on le fait évidemment depuis plusieurs années maintenant avec l'Ukraine. Et donc on défend la souveraineté des peuples et on est par ailleurs extrêmement vigilant et sensible à la question de la sécurité en Arctique. Est-ce que là il y a une sorte de face-à-face Macron-Trump ? Tenez, prenez ICE, la police, vous savez, la police de l'immigration aux États-Unis. Vous condamnez, vous, ce qui se passe là-bas. C'est une police fasciste, comme l'ont dit certains. Je ne le Quels sont les mots que vous utiliseriez ce matin là-dessus ? Je ne le cautionne pas, mais encore là, on mélange, pardonnez-moi. Non, on mélange beaucoup de sujets. La question du Groenland et la question de ICE, pardonnez-moi. Allez, passons c'est deux sujets différents. Nous, on dit une chose simple. On dit l'Union européenne doit se réarmer militairement, doit se réarmer économiquement, doit gagner en crédibilité. C'est ce que porte le président de la République depuis 8 ans maintenant. Je pense qu'il a été un des premiers à porter cette voie-là. Certains lui riaient au nez à l'époque. On voit aujourd'hui qu'il avait raison. Et donc c'est en ayant un rapport respectueux et parfois en assumant le rapport de force avec les États-Unis qu'on s'en sortira. Et tout ça, je le dis, se fait à l'échelle de l'Union européenne. Ceux qui pensent que la France s'en sortira toute seule, face à des géants comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, se mettent le doigt dans l'œil. Vous dites quoi sur ICE ? C'est une police fasciste, comme l'ont dit certains dans la classe politique française ? Je dis que je ne le cautionne évidemment pas. Et Capgemini, vous avez vu Roland Lescure qui demande des explications. Oui. Roland Lescure. Vous pensez que la filiale américaine de Capgemini doit renoncer à son contrat de traçage des migrants sur le net ? Voilà, c'est une question technique peut-être, mais est-ce qu'il faut renoncer à ce type de contrat à l'étranger ? Pardonnez-moi, on a dit une chose simple, on a dit d'une part, il faut de la transparence. D'autre part, effectivement, les entreprises privées, quand elles passent ce type de contrat, peuvent s'interroger sur le bien fondé d'une telle contractualisation. Maintenant, on va se dire les choses clairement. On n'est pas dans une économie administrée. Et ce n'est pas à l'État de dicter aux entreprises privées quels contrats elles peuvent passer ou pas. Les choses sont un peu plus compliquées que ça et c'est normal. Enfin, la France, c'est pas Cuba. D'accord, donc ne pas renoncer à ce type de contrat toutefois, même s'il faut un peu plus de clarté dans les missions de certaines entreprises françaises, c'est ça l'idée. Est-ce que certaines entreprises doivent s'interroger quand elles passent ce type de contrat ? Probablement. Est-ce que c'est à l'État de dicter à des entreprises privées quels contrats elles peuvent ou ne peuvent pas passer ? La réponse est non, ça ne fonctionne pas comme ça en France. Toute dernière question, Maud Bréjon, vous êtes la porte-parole du gouvernement, mais le président de la République, vous voyez bien, il fait un peu la une planétaire avec ses lunettes. Il y a Forchure qui fait une sorte de tube sur le nez. Je sais bien que ça peut paraître dérisoire, mais il y a un changement d'image d'Emmanuel Macron au niveau international. Ce sont des éléments qui dessinent peut-être une fin de quinquennat, de deuxième quinquennat, de quelque chose qui s'implique, d'un président qui s'implique à l'international. En tout cas, dans un contexte international qui se durcit, avec ce retour des prédateurs, pour reprendre les mots du président de la République, je crois qu'on voit que les voix comme celle du président de la République, qui encore une fois ont été constantes, on prônait une Union européenne forte, on prônait un retour de la souveraineté française européenne, ont eu raison avant les autres, oui.
Oui, et ce face-à-face avec Trump... Je pense qu'on a de la chance de... Ce face-à-face avec Trump, parce qu'il est constant là maintenant. Je pense que face à Trump, face à Poutine, face au retour des prédateurs, face aux grandes puissances, on a de la chance d'avoir en président de la République Emmanuel Macron, qui encore une fois a été constant sur ces sujets et a incarné une forme de locomotive de l'Union européenne depuis 8 ans. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais là encore, on voit bien que face à un paysage international entièrement bouleversé, on ne peut pas rester immobile et on ne peut pas rester seul. Même si vous n'avez pas répondu sur ICE ce matin, vous avez voté en touche. Je vous ai dit que je ne cautionnais pas. Voilà. En tout cas, c'est la position de la France aujourd'hui, tous azimuts, c'est d'essayer d'exister sur la scène internationale. C'est pas essayer d'exister, c'est de défendre nos intérêts. Nos intérêts en matière de sécurité, nos intérêts économiques vis-à-vis de la Russie quand elle attaque l'Ukraine, vis-à-vis de Donald Trump quand il impose des droits de douane qui pénalisent les entreprises françaises, qui pénalisent les producteurs français et européens. Donc, encore une fois, c'est des relations qui doivent être des relations de respect, mais qui assument le rapport de force lorsque c'est nécessaire pour protéger nos propres intérêts. Merci à vous, Maud Brejon. Merci à vous. Merci. Et ça passe aussi, on rend œil pour œil, dent pour dent, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai vu le compte là, sur X, French Response. Ça, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que on répond aux Américains à travers aussi les réseaux sociaux, quoi. On répond aux fausses informations. Aux fausses informations ? Pas spécifiquement aux Américains. Non. Voilà. Bon, on troll, on dit qu'on troll un peu, non ? On répond aux fausses informations et parfois avec une tonalité similaire. Ah bah oui, c'est un peu humoristique et voilà sarcastique. Bon, donc vous assumez. C'est les codes des réseaux sociaux. Ouais, et moi je pense qu'il faut les comprendre et les assumer sans en faire trop, voilà. C'est normal. Et puis parfois les petites phrases qui peuvent être déformées ou jouées ou interprétées comme vous l'avez dit. Tiens, allez, on termine avec ça. For sure, sometimes it's too slow. For sure, for sure, for sure. It needs to be reformed. For sure, for sure, for sometimes it's too slow. Bah oui, cette petite phrase, for sure, et puis les petites phrases de la semaine dernière qui sont jouées maintenant, mixées. On y danse en boîte de nuit le week-end. Vous voyez jusqu'où ça nous conduit, Maud Brejon ? Allez, dans un instant, on continue. On va commenter cela, bien sûr, et on va revenir aussi sur toute l'actualité. La fin du devoir conjugal. Est-ce que vous trouvez, effectivement, c'est normal qu'on ait légiféré sur ce sujet ? 0826 300 300.